Bonjour, Monsieur l'abbé, professeur Manouva. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs de radio et télévision Auto TV. Merci beaucoup. Et nous sommes là. En fait, nous sommes dans une situation de guerre et nous venons vous voir en tant que constitutionnaliste. On voudrait savoir d'abord, en gros, c'est quoi le travail d'un député. Merci beaucoup. Effectivement, dans une démocratie, il existe des organes de représentation des citoyens. Et pour ce qui concerne notre pays, la RDC, il y a évidemment ce que nous donnons comme représentation au président de la République, mais il y a aussi le Parlement, et chez nous, il est constitué de deux chambres, comme vous le savez, les députés nationaux et les sénateurs. Ils ont en gros le même travail, et l'article 100 de la Constitution les scinde à deux principales fonctions qui sont donc liées à la représentation, qui sont des manifestations de la représentation. Il y a des côtés le vote de la loi, à la législation, l'élaboration, l'adoption des lois, et de l'autre côté le contrôle du gouvernement et de toute l'administration, c'est-à-dire les ministres, les établissements, entreprises publiques, les services publics. Voilà. Alors, à côté de ces deux principales missions, évidemment, il peut y avoir aussi une sorte de reddition des comptes de part et d'autre lorsque le gouvernement a poser un certain nombre d'actes ou pris des décisions, ils peuvent venir à rendre compte au peuple, et ça se fait pendant les vacances parlementaires, et à la fin des vacances parlementaires, ils remontent vers le gouvernement les constats qu'ils ont fait sur leur terrain respectif avec les desiderata des citoyens. Généralement, la Constitution et le règlement intérieur appellent ça le rapport des vacances parlementaires, dans lequel ils doivent indiquer leurs constats sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, voir les problèmes qui se posent et les propositions de solutions. Ils doivent inclure tout cela dans leur rapport des vacances lorsqu'ils reviennent justement de ces vacances parlementaires. Oui, donc à vous attendre, M. l'abbé, les députés ont aussi le rôle de venir informer la population de ce qui s'est fait pendant les vacances parlementaires. Effectivement, les vacances, c'est pour ça. Le travail des députés se fait par alternance. On parle de session parlementaire. Ils ont 3 mois de travail à Kinshasa et 3 mois de travail sur terrain. Et pendant ces 3 mois, on dit qu'ils doivent passer au moins 1 mois chacun dans ce fief. Et donc, pendant ce mois-là, ils viennent rendre compte de ce qu'ils ont fait et ils vont ensuite faire remonter vers le gouvernement ce que le peuple, ce que leurs électeurs ont dit à partir de leurs différentes circonscriptions. Et si effectivement tous les 500 députés arrivent à déposer leur rapport de vacances, le gouvernement sera informé, l'Assemblée sera informée de tout ce qu'il y a comme problème majeur sur l'Assemblée du territoire national. Et alors, compte tenu de la situation que nous vivons ici chez nous, à Butembo, avec nos députés, est-ce que, par rapport à ce que vous aussi vous constatez, est-ce qu'ils font bien leur travail pendant les vacances parlementaires? Nos députés aujourd'hui, qu'il s'agisse des députés nationaux, des députés provinciaux, c'est vrai, c'est un travail mitigé, je veux dire. Voilà. Il y en a qui peuvent venir, au lieu de passer par exemple même les 1 mois, il va passer 1 ou 2 semaines, le reste, il va rester soit à Kinshasa, soit il va faire ses vacances ailleurs, et il commence à demander les informations au téléphone. Et donc lui-même ne vient pas palper du doigt la réalité de terrain, mais il est fait par personne interposée. Ceux qui ont le courage, ils y arrivent, ils tiennent parfois des meetings, ils passent par des quartiers, dans les mutualités, en train de réunir des personnes pour leur parler de ce qu'ils doivent faire, ceux qui essaient de le faire. Mais dans l'ensemble, on constate que souvent, même ces vacances-là ne sont pas suivies de ces rapports de vacances. En tout cas, l'expérience que j'ai faite, par exemple, à l'Assemblée provinciale à Goma, sur les 42 députés, il n'y en avait que 2 qui déposaient leur rapport de vacances. Vous voyez une moyenne très faible. Donc nos députés, souvent, ils ne viennent pas rendre compte de leurs constats à travers les rapports de vacances. Et à ce niveau-là, on peut donc dire qu'ils rendent le travail vraiment mitigé.
Oui, alors, Monsieur l'abbé, nous sommes dans un contexte d'insécurité à province du Nord Kivu, avec la prise de Goma d'ailleurs, les chefs-lieux de la province. Que peuvent faire les députés pendant cette période de crise pour aider la population, mais aussi aider le gouvernement qui doit aussi agir? Merci beaucoup. À ce niveau-là, vous voyez, le travail des députés, il doit être multidimensionnel alors. Au-delà de ce que nous avons épinglé ici comme principale fonction, peut alors s'ajouter aussi principalement une mission, je dirais, humanitaire. Voilà. Parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons un ministère des Affaires sociales et même un ministère de l'Action humanitaire. Et donc, ils doivent d'abord sensibiliser le ministre chargé de ces questions-là à venir en aide à toutes ces personnes qui sont victimes de cette situation-là et contrôler si réellement il y a une aide qui est débloquée, si elle arrive vraiment aux bénéficiaires. Parce qu'il peut arriver qu'on veuille secourir des gens, mais les missions sont tellement pléthoriques que parfois l'aide est diluée dans ces missions-là au lieu de parvenir à ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà. Un autre élément, c'est que dans un contexte comme ça de sécurité, même de guerre, parce qu'il faut le dire, nous sommes en guerre, et les députés doivent d'abord essayer de préserver la cohésion au niveau national. Parce que lorsqu'on a des sons discordants, les citoyens ne savent plus à quoi s'attenir. Il est donc important que les députés d'abord fassent une analyse commune pour consolider d'abord l'unité nationale. Parce que lorsque le pays est menacé, je ne crois pas qu'il y ait besoin de se dire on est opposant ou on est de la majorité. C'est d'abord la nation qui est menacée. Donc il est important qu'ils parlent d'une même voix. Et effectivement, la Constitution leur donne certaines missions qu'ils peuvent remplir si jamais le chef de l'État les demande. Parce que lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, comme c'est le cas de la guerre, nous avons les articles 85, 86, 143, 145, même 152, qui disent que le chef de l'État peut prendre un certain nombre de mesures qu'il juge nécessaires. Mais pour cela, il a souvent besoin des autorisations des parlementaires. Ça peut être les deux chambres, soit réunies en congrès ou séparément, mais à ce moment-là, il a besoin que, par exemple, les parlementaires, députés et sénateurs, l'autorisent à proclamer l'état d'urgence, l'état du siège ou même la déclaration de guerre. Vous vous rappelez les propos du président lorsqu'il avait parlé de la moindre escarmouche, il dit « Nakosangisa Parlement, je vais réunir le Parlement pour qu'il me donne l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. » Donc ça, c'est aussi le rôle d'autoriser le président. Et pendant cette période-là, ils doivent aussi contrôler le degré de respect des droits des citoyens. Parce que les circonstances exceptionnelles entraînent souvent des violations, des risques graves de violations des droits de l'homme. Et donc les députés doivent être là pour veiller à ce que les droits des citoyens soient respectés. Et dès que possible, lorsque les circonstances qui ont justifié, par exemple, l'état de siège ou la déclaration de guerre ne se justifient plus ou ont cessé d'exister, les députés et les sénateurs peuvent mettre fin immédiatement aux mesures liées à cet état de siège ou à cette situation de guerre. Donc, au lieu que ça se prolonge indéfiniment, les députés peuvent dire « nous mettons fin à l'état de siège » et à ce moment-là, le chef de l'État ne doit plus continuer à proposer des prorogations. Donc, si l'état de siège se prolonge au-delà du nécessaire. Oui. Voilà. Par exemple, si l'état de siège pour le moment, la population a déjà demandé que l'état de siège soit levé au vu des résultats peu rassurants. Est-ce qu'au PDG d'une partie aussi nos députés sont responsables? Je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, les députés ont fait une sorte d'évaluation, je pense, complaisante. On ne fait que proroger, c'est devenu presque la routine, une routine mécanique, on prolonge automatiquement sans vraiment évaluer. Parce que c'est vrai, tant que les raisons qui ont justifié la proclamation de l'état de siège sont là, on ne devrait pas lever l'état de siège. Mais si l'état de siège, qui est prévu normalement pour 30 jours,
ne produit pas ses effets, les résultats escomptés, alors il faut évaluer, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et alors essayer de voir si on peut appliquer correctement les mesures. Au lieu de se contenter, un peu comme dans la situation où nous sommes, d'un état de siège, on dirait, spontané, à un moment donné, on ne s'en rend même plus compte. On se rend plus compte qu'on est sous état de siège, surtout avec l'occupation d'une partie du territoire national. Je ne sais pas si les gens de Rutshuru, Masisi, aujourd'hui Goma, ont encore une idée de l'état du siège. Une des premières choses que les rebelles leur disent en arrivant, dit, vous allez vous promener 24 heures sur 24. Est-ce que ces gens-là ont encore la notion d'état de siège? Même si c'est vrai, c'est une sorte d'état de siège psychologique parce qu'ils ont quand même peur de se promener. Mais au moins les rebelles disent l'état de siège est fini. Donc vous voyez, tout ça, ça montre qu'on devrait vraiment évaluer ça, même dans la zone que nous considérons comme étant encore libre, se poser la question, pourquoi l'état de siège n'a-t-il pas produit ses effets? Ça va faire, je ne sais pas, la 40e prorogation. Depuis 2001, nous allons rester sous l'état de siège presque pendant 4 ans, ce qui est anormal. Monsieur l'abbé, il y a aussi les comportements des députés. Ils ont été convoqués en congrès et le chef de l'État a proposé la réduction de leurs émoluments pour appuyer, on parle d'efforts de guerre. Comment vous trouvez le comportement des députés qui ont refusé que leur argent soit retranché pour appuyer cette idée du chef de l'État? Merci beaucoup. Je pense que là aussi, on devrait donner une réponse nuancée. Voilà. Oui et non, ou non, mais. Voilà. Parce que le budget qui est en train d'être exécuté maintenant, il a été élaboré pendant que le pays était déjà en guerre. Et donc, on peut imaginer que le gouvernement a prévu les moyens nécessaires pour faire face à une situation comme celle-là. Lorsque la nation est menacée dans son existence, on dit au-delà de tous les droits, et donc les droits et salaires, il y a d'abord la survie de la nation qui devient la loi suprême. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle une mobilisation générale par laquelle toutes les ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, techniques, peuvent d'abord être orientées à cet effort-là de guerre. Et à ce moment-là, il ne serait pas étonnant que, par exemple, on dise, même tous les jeunes, à partir de 18 ans, vous allez sous les drapeaux pour défendre la nation. Là, on ne va pas dire qu'on a porté atteinte aux libertés des gens. Et donc, on peut aussi dire, madame, vous avez votre véhicule, l'armée en a besoin, on l'affecte d'abord à ça. Effectivement, à ce moment-là, on peut toucher aussi les salaires. Déjà dire, compte tenu de la nécessité urgente pour la survie de la nation, chacun contribue, mobilisation générale, et tous nous faisons le sacrifice. Donc, vous voyez, c'est oui, mais. Ça peut se justifier selon les constats qu'on fait. Si éventuellement les moyens qui ont été prévus dans le budget ne suffisent plus, alors on peut recourir à des ressources supplémentaires à travers la mobilisation générale de tous les citoyens. Oui. En fait, nous sommes dans une situation où la population est presque débordée avec la situation sécuritaire. Bon, vous, à votre niveau, est-ce que vous encouragez les gens à résoudre cette crise ou que pensez-vous de... Qu'est-ce que vous proposez pour finir cette guerre? Je pense que le dialogue, on ne doit jamais fermer la porte au dialogue. Et ça, nous disons, que ce soit dans une association, même dans un couple, le dialogue doit toujours rester possible. Le tout, c'est de savoir, et je crois que Monseigneur Sekouré l'a si bien dit ces derniers temps, lorsqu'au dialogue, de quoi va-t-on parler et quelles sont les lignes à ne pas franchir? On peut parler de certaines choses et dire ceci est acceptable, ceci n'est pas acceptable. Et donc, à ce moment-là, c'est l'objet du dialogue qui devient la question la plus importante. Mais dialoguer, il faut toujours le faire. Si aujourd'hui, par exemple, le gouvernement doit dialoguer avec les rebelles, on doit définir les contours. Qu'est-ce que nous pouvons accepter? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas accepter? La souveraineté du pays, par exemple, c'est non négociable. L'intégrité territoriale, c'est non négociable. Et puis, nous avons des lois. Si on constate que parmi les rebelles, effectivement, il y a des étrangers, il y a des choses
des fonctions auxquelles dans notre pays, les étrangers ne peuvent pas accéder. L'armée, par exemple, la présidence de la République, la présidence des assemblées parlementaires, même la fonction publique dans son ensemble. Notre droit dit on ne peut accéder à la fonction publique que si d'abord on a la nationalité congolaise. Donc, si au moment du dialogue, on veut nous faire venir des gens qui ne sont pas des Congolais dans notre administration, c'est normal que nous disions non. Les chefs de l'État, il y a des lignes rouges, ou il y a une ligne rouge qu'on ne devrait pas franchir. Mais c'est vrai, le dialogue doit toujours rester possible, que ce soit avec ceux qui sont dans l'opposition armée, comme aussi ceux qui sont dans l'opposition non armée. Le dialogue doit toujours rester ouvert et possible. Oui, alors, peu avant la recrudescence de l'insécurité, il y a eu la question de la révision constitutionnelle. Et vous, en tant que constitutionnaliste, vous maîtrisez mieux la question de la constitution de la RDC. Est-ce qu'il est important de revoir la constitution au moment actuel? Merci beaucoup. Le principe, si vous voulez, c'est qu'une constitution est toujours révisable. On peut toujours réviser une constitution. Donc, sur la question de la possibilité de la révision, je crois qu'il n'y a pas de débat. La question que vous posez porte surtout sur l'opportunité de la révision. Et lorsqu'il s'agit de l'opportunité de la révision, alors là, on va s'interroger sur, là aussi, l'objet et le moment. Notre constitution elle-même, tout en prévoyant la possibilité de sa révision, a posé des garde-fous. Il y a par exemple des matières qu'on ne peut pas réviser. Et là, nous les trouvons à l'article 220. Le principe du suffrage universel, le pluralisme, je ne sais pas, politique et syndical, les droits de l'homme, et ainsi de suite. Il y a aussi des opportunités liées au moment. Il y a des périodes pendant lesquelles, Madame la journaliste, on ne peut pas réviser la Constitution. Et là, l'article 219 dit quoi? Lorsque le pays est en guerre, lorsqu'il y a état de siège, lorsqu'il y a état d'urgence, surtout tout parti du territoire national. Or, c'est le cas aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas eu l'ordonnance du président ou la décision du Parlement qui dit nous mettons fin à l'état de siège. Et donc, compte tenu de ce contexte-là, il est aujourd'hui impossible de procéder à une révision de la Constitution. Parce qu'à ce moment-là, on dit, même si une Constitution était déjà en cours, on doit interrompre, attendre qu'on revienne à une situation normale. Il faut éviter de réviser un texte aussi fondamental dans une période de trouble où on n'a pas l'état peut-être de mûrir chaque idée, chaque insertion ou soustraction qu'on veut faire de la Constitution. Il faut que ça se fasse dans la sérénité parce que l'acte de révision, c'est un acte grave et déterminant. À travers une petite révision, on peut changer la forme de l'État, on peut changer le régime politique. Ça suffit que je mette par exemple, le président est élu à vie. Ça fait 4 à 5 mois, mais ça change. Le pays devient peut-être, je ne sais pas quoi, proche d'une monarchie. Donc on voit que c'est une question grave qu'il faut aborder dans la sérénité et dans le calme. Voilà pourquoi la Constitution dit, quand il y a état de siège et des déclarations de guerre, on ne peut pas procéder à une révision ou poursuivre une révision constitutionnelle. Oui, le chef de l'État évoque des raisons. Par exemple, il dit que notre Constitution est forgée sur des réalités qui ne sont pas propres à notre pays. Comment vous trouvez aussi cette position? C'est le chef de l'État qui le dit. Et vous, en tant que constitutionnaliste, est-ce que notre Constitution ne nous convient pas? Merci beaucoup. Vous savez, le raisonnement, malheureusement, sur le débat sur la révision constitutionnelle ou même la possibilité de changer aujourd'hui la Constitution est resté trop théorique. On dit, par exemple, notre Constitution aliène la souveraineté. Notre Constitution est calquée sur les constitutions étrangères. Mais il faut qu'on nous dise concrètement qu'est-ce qui empêche qu'on fasse quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver une disposition qui nous empêche de libérer les territoires occupés, pour qu'on dise que la Constitution nous bloque? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons trouver une Constitution qui empêche de bien payer, une disposition qui empêche de bien payer les militaires, une Constitution qui empêche une disposition qui empêche de bien payer les enseignants? C'est à ce moment-là qu'on dirait, par exemple, cette Constitution devient un blocage
Et donc, pour surmonter ces blocages, il faut réviser la Constitution. OK. Si on dit qu'elle a été calquée, je ne sais pas, sur des réalités étrangères, on peut être d'accord sur certaines choses, mais lorsque nous parlons des droits constitutionnels, de constitution, il y a certainement des notions que nous pouvons retrouver dans différents textes. Si vous allez en Italie, il y a certaines dispositions qui peuvent ressembler à la Constitution espagnole. La nôtre, certaines dispositions ressemblent à celle de la Constitution française. Si vous allez, je ne sais pas, en France, ça peut se retrouver partout. Maintenant, des particularités peuvent y être. Chez nous, quand on consacre, par exemple, le pouvoir coutumier, ça, vous ne trouvez pas dans la Constitution française. Vous ne trouvez pas dans la Constitution italienne. Donc, c'est vrai, on peut toujours adapter si on estime qu'il y a certaines choses qu'il faut insérer, et je suis d'accord, mais de là à dire que la Constitution actuelle devient un blocage, on ne nous a pas encore dit elle bloque quoi. À un moment, on a évoqué l'idée de dire non, à cause de la Constitution, on ne sait pas mettre rapidement sur pied le gouvernement après les élections, parce qu'il faut procéder à des consultations avec ce qu'on appelle les formateurs. On dit ça retarde la mise en place des institutions. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que le recours à les formateurs, c'est une situation exceptionnelle. Lorsque, à la fin des élections, quand on a les résultats, on n'arrive pas à identifier immédiatement une majorité pouvant soutenir le gouvernement. Dès lors que la majorité est identifiable, on peut constituer le gouvernement même dans les 2-3 jours qui suivent. C'est seulement lorsque cette majorité-là n'y est pas, ou lorsqu'on n'arrive pas à identifier clairement une coalition, qu'on peut recourir à les formateurs. Et donc, on ne peut pas se cacher derrière l'exception pour dire la Constitution, elle est mal faite, à mon avis. Voilà. Nous vous remercions, M. l'abbé, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi tous les auditeurs.